On va accueillir pour le bois patrimoine naturel et ressources locales. Voilà, alors là, 8 personnes, mais pour l'instant, Éric Constantin va nous rejoindre pour l'Office national des forêts, voilà, qui est avec nous, qui lui s'est habillé en vert, il ne s'est pas trompé, voilà, c'est formidable. Hein. Alors, comme vous voulez, hein, vous n'avez pas de PowerPoint, donc vous pouvez vous mettre au pupitre si vous voulez. Voilà, alors il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent, petit mouvement de foule, hein. N'hésitez pas à rester quand même, un petit peu. J'ai parlé de déjeuner, mais c'est après la prochaine, hein, c'est pas maintenant à 11h10, quoi. Voilà, donc cette table ronde numéro 2, la deuxième et la dernière de la matinée, le bois, patrimoine naturel et ressources locales. Comment concilier les enjeux de développement économique et la préservation de la biodiversité. Là aussi, je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Si on peut juste parler un tout petit peu moins fort pour que M. Constantin soit audible, qu'il n'ait pas à crier comme je le fais. Voilà. Merci à tous. Voilà, un tout petit peu, effectivement, ça fait du bien de prendre une petite récré entre les deux tables rondes, mais comme je vous le disais, le temps est compté dans cette journée. Hein, on a vraiment à la fois beaucoup d'intervenants, beaucoup de sujets, beaucoup de questions de votre part, ça j'ai bien compris. Donc voilà, on va essayer d'enchaîner quand les mouvements dans la salle se seront à peu près terminés. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence pour accueillir Éric Constantin. Donc, je précise, vous êtes le directeur de l'agence Nord-Aquitaine de l'Office national des forêts. Et avec vous, on va parler un petit peu de vos pratiques et expériences, pas spécifiquement sur la Dordogne, mais globalement, et peut-être parler de ce triptyque de la gestion de la forêt qui vous est cher à l'ONF. Alors, est-ce que le micro marche? Normalement, c'est bon. Allez-y. Ouais, normalement. Alors, je vous passe le mien, mais... Ah. Attendez, il est peut-être éteint par inadvertance. Non, normalement il marche. 1, 2, 3, 4. Je vais en prendre un autre, voilà. Bon. Le temps. J'ai trouvé le bouton, voilà. Super. Il s'allume en vert, c'est bon signe. Et comme ça, ça fait le silence un petit peu. On vous écoute, Éric Constantin. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc c'est les 1%. Alors... Vous m'entendez pas? Attendez, je vais le régler un peu plus. Là, c'est juste qu'il faut qu'il soit un petit peu plus près de vous. Est-ce que c'est bon? Voilà, parlez bien près. Allô, Périgueux. Voilà. Ça fonctionne très bien. Normalement, c'est bon. Bonjour. Parlez bien fort. Donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, c'est le gestionnaire des 1% des forêts périgourdines, comme ça a été répété plusieurs fois ce matin, qui vous parle. Mais au-delà de ça, donc effectivement, l'Office national des forêts. Donc la question posée par cette deuxième table ronde, j'enlèverai le point d'interrogation. Le bois, patrimoine naturel et ressources locales, comment concilier les enjeux de développement économique et préservation de la biodiversité? C'est un peu une définition de la gestion durable qui a été évoquée ce matin à plusieurs reprises. Et si on va être encore plus techno, la gestion multifonctionnelle durable. Donc c'est le fameux triptyque dont vous parliez. C'est quoi la gestion multifonctionnelle durable qui est notre ADN et qui est issu du code forestier, hein, tout simplement. C'est la législation aussi, une spécificité française, c'est produire, accueillir et protéger. Donc produire, c'est le bois, matériaux renouvelables, stockage de carbone. Il y a les premières interventions ce matin m'ont spoilé plein de trucs, parce qu'effectivement, comme disait le président, comme disait monsieur le secrétaire général, comme disait Daniel Perron, on est bien sur le bois, c'est d'un intérêt majeur économique, mais aussi pour notre société en substitution d'un certain nombre de matériaux. Accueillir, c'est accueillir nos concitoyens, ça a été dit. La forêt, c'est notre forêt, c'est un territoire qui doit permettre d'exercer les différentes fonctions récréatives de la forêt. Il y a la chasse, la cueillette des champignons, la promenade, les vélos, les chevaux, voilà. Donc c'est tous ces différents usages qui sont nombreux et qui se multiplient. Et il y a également bien sûr protéger. Alors protéger, c'est la biodiversité, c'est l'eau, c'est le sol, c'est tout cet environnement qui fait que effectivement un des enjeux, et c'est ce qui est passionnant dans nos métiers de la gestion durable, c'est bien de concilier et non de spécialiser ces trois fonctions essentielles de la forêt. Sur un même espace, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, c'est ça? Sur un même espace. C'est assez une spécificité à la française, si je puis dire, en effet, parce que dans un certain nombre de pays, on va être sur des forêts de production.
des forêts récréation, des forêts sous cloche, pour reprendre des termes et être caricatural. Là, pour autant, on a cet enjeu-là. Alors, c'est un enjeu parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple. C'est un enjeu qui nécessite, en matière pour la biodiversité, que les forestiers aient la connaissance, qu'on puisse inventorier, voir ce que nous avons comme biodiversité, comme cortège au sein des peuplements. C'est préserver des milieux fragiles. Alors, vous disiez, effectivement, nous gérons beaucoup les forêts littorales sur l'Aquitaine, ces forêts domaniales. Ces forêts domaniales, pourquoi? Parce que c'est des forêts qui ont un rôle de protection lié à la dune, de mission d'intérêt général. Et dans ces forêts-là, on a des milieux qui s'appellent la dune grise. Alors on connaît tous la dune blanche. Avant d'arriver sur ce poste, je ne connaissais pas la dune grise. C'est l'arrière-dune, qui est effectivement le siège d'une biodiversité très spécifique. Cette arrière-dune, elle est coincée entre la dune blanche qui bouge et la forêt qui avance. Et voilà, donc il faut que nous ayons, dans le cadre aussi de territoires qui sont sous Natura 2000, un certain nombre d'actions pour préserver cette biodiversité. Et vous citiez effectivement ce territoire qui est assez intéressant dans la mesure où production de bois, sur ces 50 000 hectares de forêt domaniale, nous produisons 250 000 mètres cubes de bois au bénéfice d'une filière bois locale, donc du circuit court, encore une fois, qui permet de valoriser cette ressource locale. Effectivement, je préfère, ici nous avons plein de bois autour de nous et je m'en réjouis, pour la beauté d'une part, et puis d'autre part, effectivement, ce bois-là, je préfère qu'il vienne de proximité, d'une forêt de proximité, plutôt qu'ils viennent d'autres territoires plus spécialisés, comme nous le disait tout à l'heure, sur la fonction de production. Voilà, je préfère avoir du bois du Périgord utilisé ici dans cette salle que du bois qui vienne de Scandinavie, avec tout le respect que j'ai pour les Scandinaves. C'est de l'emploi local pour venir sur la dimension économique. C'est de l'emploi local qui a beaucoup progressé, ça a été dit par monsieur le vice-président sur les bœufs ou choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du matériel qui est effectivement parfois stigmatisé, mais qui est du matériel spécifique forestier, avec des opérateurs, on le verra autour de la table ronde, qui sont aussi formés, qui sont qualifiés et qui sont respectueux de toutes les clauses que l'on est amené à mettre pour préserver les peuplements lors des opérations de récolte nécessaires à la forêt cultivée. Et voilà, tout ceci, donc, encore une fois, au bénéfice d'une gestion globale de toutes ces fonctions-là au sein d'un même peuplement. Je voudrais insister aussi sur le fait, dans ce propos introductif, que de la certification forestière, qui sont aussi des éléments à prendre en considération à travers les différentes certifications, dont PEFC, mais pas uniquement, qui participent là aussi de la reconnaissance d'une qualité de gestion, y compris sur les aspects, bien sûr, de biodiversité et préservation de l'environnement. Gestion durable, quoi. Hein, voilà, gestion durable. Et une dimension supplémentaire qui est de plus en plus importante et majeure, qui est aussi une mission d'intérêt général, quelque part, c'est le dialogue forêt-société. Ce que l'on fait aujourd'hui, merci Monsieur le Président, vite, mais, mais effectivement, je pense qu'il faut que l'on débatte, il faut que l'on partage les différents enjeux, etc., pour que on essaye de se comprendre, de partager avec nos concitoyens non spécialistes pour expliquer les enjeux. Les enjeux, ils ont été cités, c'est le changement climatique, c'est l'évolution rapide pour des forêts qui sont quand même dans le temps long, dans tous les cas. Donc ça aussi, le temps long, c'est de moins en moins le temps de notre société. Et puis il y a quelque chose que je voudrais, pour terminer ce propos introductif, mettre en valeur sur le bois. Quelque chose qu'on n'entend pas, à mon avis, assez souvent, c'est l'analyse du cycle de vie des produits bois. C'est fondamental par rapport à nos enjeux sociétaux, me semble-t-il. Quand on regarde un produit bois, quel qu'il soit, il vient de la forêt, il est exploité dans un contexte bordé d'un point de vue législatif, juridique et technique. Il est utilisé, il stocke du carbone, il a une durée de vie qui est relativement importante pour la plupart d'entre eux. Et ensuite, il est très facile à recycler sans créer de grosses difficultés. Donc ce bois-là, c'est une richesse de ce point de vue-là. C'est une richesse pour les forestiers, c'est une richesse pour la société. Et ça mérite d'être mis en valeur. Voilà. Donc produire, accueillir, protéger, c'est la gestion à la française théorique. Voilà. D'un mot, quand même, vous avez évoqué l'adaptation à ce changement climatique. Comment l'ONF entrevoit ça? Est-ce que vous travaillez, justement, on a parlé tout à l'heure des nouvelles espèces ou des espèces existantes à adapter sur les forêts que vous avez en gestion, les forêts domaniales et les forêts publiques? Quelle est votre philosophie là-dessus?
la philosophie, c'est surtout effectivement d'essayer de trouver des solutions à des choses qui s'imposent à nous un petit peu aujourd'hui. Il y a un certain nombre de pratiques qui fonctionnaient très bien depuis des temps immémoriaux, qui depuis 5-10 ans ne fonctionnent plus. Ça, c'est très concret. C'est le constat de dépérissement. Nous sommes tous très attachés à la forêt de Troncé, un des fleurons de la foresterie française, qui connaît de graves problèmes de dépérissement suite à plusieurs sécheresses consécutives qui amènent des problématiques de dépérissement sur les chênes. Et il faut trouver des solutions pour demain. Ça a été dit dans la table ronde précédente. Donc effectivement, c'est la science qui nous dit effectivement, pour telle ou telle essence, sa capacité de résistance à la sécheresse, sa capacité de résistance à la température, et quelles sont les perspectives que l'on peut avoir là-dessus. Fonction des bioclimsol, c'est ce qui a été dit. Climessence, qui est aussi un outil qui est disponible, qui permet de voir des simulations suivant les différents scénarios d'évolution de la température, de permettre de voir les cortèges, l'évolution du hêtre, par exemple, qui est assez caricatural, le hêtre au niveau national. Donc il faut que l'on expérimente, il faut que l'on teste. Et là-dessus, dans cette région, on a beaucoup de chance parce qu'on a des scientifiques qui travaillent là-dessus, ça a été dit, et on a un conseil régional et des conseils départementaux qui nous accompagnent, acteurs de la forêt, pour expérimenter avec les collectivités, pour ce qui nous concerne l'ONF, puisqu'on travaille essentiellement sur les forêts publiques, avec les collectivités pour mettre en place ce qu'on appelle des îlots d'avenir, pour voir comment les choses vont se comporter, tester différentes variétés, tester différentes essences. Tout ceci étant, encore une fois, parce que c'est souvent une inquiétude que l'on a et que l'on partage, bordé par, encore une fois, ce qui est autorisé par les scientifiques et la loi, tout simplement, pour ne pas faire les apprentis sorciers avec n'importe quoi. Très bien, merci Éric Constantin, directeur donc, de l'agence Landes-Nord-Aquitaine. Je vous laisse prendre, voilà, ici. Alors mettez-vous là parce que là les places sont comptées, c'est vraiment la table ronde avec le maximum de personnes. Le décor est tellement bien fait que j'ai une araignée dans le dos, donc je pense qu'elle vient de la végétation, mais c'est pas très grave. Voilà, on va inviter les 7 personnes qui vont nous rejoindre. Gérard Napias pour les ETF, entreprises de travaux forestiers, Philippe Flamand, le syndicat des propriétaires forestiers, Romain Janson, Coste Bois Belvez, Jérôme Chanel pour la coopérative Alliance Forêt. Alors, prenez un petit peu l'ordre qui est indiqué parce que c'est vrai que sinon je vais être perdu. Nils de Pracontal pour le Sénat, j'ai aussi Alain Garcia pour la LPO et Benoît Secresta qui sera notre vice-président de cette table ronde, vice-président du conseil départemental chargé du développement économique et de l'attractivité du territoire. Voilà, alors j'espère que vous êtes à peu près mis en face de vos chevalets, comme on appelle, mais, ou alors vous les changez. Voilà, donc on a une petite heure à passer ensemble, même un peu plus comme tout à l'heure, donc on espère des échanges intéressants. C'est vrai qu'on est nombreux, mais on va essayer que chacun puisse exprimer son point de vue et ses attentes. Gérard Napias, je commence avec vous par ordre de montée sur scène, comme on dit. Vous êtes donc le président régional des entreprises de travaux forestiers. Vous êtes où? Voilà, monsieur Napias, bonjour à vous. Souvent mis en cause, notamment sur les chantiers, les choses comme ça. Et là, vous nous parlez d'une démarche de qualité avec un soutien durable. Enfin, je ne retrouve plus le mot, mais en tout cas, d'être dans l'économie durable et de vouloir préserver la nature, la biodiversité. Oui, je vois. Non. Alors attendez, il doit bien avoir un micro qui marche. Oui, alors là, je vous laisse la parole. C'est mieux, je vous remercie. Gérard Napias, donc je suis le président des entrepreneurs de travaux forestiers d'Aquitaine. Alors, je sais qu'on est un peu mal vu, puisque c'est nous qui travaillons en forêt, c'est nous que nous voyons. Pourquoi la fédération d'abord a été créée, cette association? Il faut se souvenir de la tempête 99, tout par terre, en particulier ici, c'est vrai. Et le nord de la Gironde, pas trop les Landes, c'était assez calme là, c'était plutôt 2009. Mais un amas de bois partout et des bûcherons avec les tronçonneuses, les entrepreneurs qui étaient au milieu et avec des accidents de travail qui se multipliaient et où on était vraiment embarrassé de sortir ce bois qu'il fallait faire avec précaution pour éviter d'avoir eu l'accident soi-même ou de le provoquer pour un autre. Et là-dessus, nous avons travaillé. Nous avons travaillé avec les conseillers départementaux, nous avons travaillé avec les conseillers généraux, on a travaillé avec généraux ou départementaux, c'est les mêmes, conseillers régionaux. On a travaillé avec tout le monde, avec les propriétaires, l'ONF et autres, pour pouvoir s'unir et se former
à travailler des situations aussi compliquées qu'après une tempête. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle qui étaient au conseil régional à l'époque, on discutait des premières machines à abattre, des têtes d'abatteuses qu'on appelait. Ces têtes d'abatteuses, le conseil régional, ils en avaient prévu d'en acheter 5, ou d'en financer, aider à financer 5 têtes abatteuses dans les 3 prochaines années. La tempête est arrivée, eh bien, il a fallu aider à 50 machines dans les 3 années qui ont suivi pour pouvoir justement aider et sortir ce bois avec le moins de danger possible. L'association, elle a été créée là-dessus. Et les responsabilités que j'ai prises à ce moment-là et que j'ai prises également au niveau national ont fait qu'on a travaillé, c'est vrai, d'abord pour la sécurité des hommes. Et je peux vous dire, s'il y a des personnes de la MSA qui sont peut-être dans la salle, entre le constat fin des années 90 et maintenant, nous avons divisé les accidents de travail en exploitation forestière et en forêt par 4. Ça, c'est le premier point qui est vraiment dû à la mécanisation. Et c'est vrai, cette mécanisation, il fallait 3 ou 4 bûcherons dans une forêt pour faire les coupes. Une machine, elle fait le même trou en demi-journée ou une journée. Et c'est vrai, ça a un impact. Alors, mais ces machines, et j'en reviens à votre interrogation, ces machines, elles ont eu un autre impact, l'impact sur l'environnement. Et c'est vrai que quand on s'est aperçu que c'est facile, on peut passer partout, et non, il ne fallait pas passer partout. Et là-dessus, il a fallu se donner des restrictions et aller également vers la gestion durable, s'empêcher de travailler, s'empêcher de passer en bordure de cours d'eau. S'il faut traverser les cours d'eau, eh bien, trouver les moyens pour pouvoir les traverser et les dégager en suivant. Tout ça. Et il a fallu apprendre tout ça. Et avec l'association et le conseil régional et les conseillers départementaux, nous avons pu financer des ponts à gué que nous sortions. En Dordogne, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui en ont bénéficié. On a pu travailler également sur des rangs de roues, des roues basse pression qui laissent moins d'empreintes sur le sol. On a pu travailler également sur la gestion durable. Et c'est d'être qualifié gestion durable. On a monté une association pour pouvoir, avec des contrôles qui sont faits pour que les entreprises observent des problématiques de gestion durable et qui sont surtout... On a pu aider des entrepreneurs également à avoir des kits anti-pollution, puisqu'on mécanise. Un flexible, vous le savez, ça peut casser dans la journée de travail. Un flexible qui casse, c'est de lui qui sort. On a des kits anti-pollution qui nous permettent de pouvoir faire la réparation et ne pas polluer le sol. On a essayé de mettre tout en place. Alors bien sûr, les centaines d'entreprises de travaux forestiers qui sont des prestataires de services. Ce ne sont pas des sylviculteurs, ce ne sont pas des propriétaires forestiers. Bon, il peut y en avoir quelques-uns, mais mon cas, je ne suis pas propriétaire sylviculteur. Mais derrière, ce sont des entreprises qui ont acheté le matériel et qui l'ont acheté en empruntant et des fois en mettant la caution de leur maison pour pouvoir avoir l'emprunt. Je veux dire par là que... ils sont engagés et ils ne veulent pas faire de bêtises. Et s'ils font ce travail, c'est parce qu'ils sont commandés soit par un propriétaire forestier, soit par l'ONF, soit par un industriel, soit par... Ils sont toujours sous un client, un donneur d'ordre, et là, ils sont obligés de le faire avec un certain respect. Donc, ils sont très indépendants. Et c'est pas toujours facile, parce que, bon, on a un permis de conduire tous. Des fois, on a des PV. Peut-être qu'on le mérite. Et c'est vrai qu'il doit y avoir peut-être quelques entreprises qui sont à la limite mais on fait tout pour essayer de les accompagner et de les convaincre de faire. Donc la gestion durable, pour nous, c'est un point très important et peu importe dans quelle forêt de la Grande Aquitaine qui est concernée. Dites-nous un mot là sur votre démarche qualité-territoire. C'est pour les exploitants, c'est une obligation pour les exploitants qui sont... La démarche qualité-territoire, c'est une forme de reconnaissance de gestion durable des forêts avec un contrôle et qui est en lien également avec PFC. Il est pas question, on peut le faire avec quelqu'un d'autre. Qualité Territoire permet d'accompagner les entrepreneurs.
Et quand on a des aides, par exemple, peu importe qui c'est qui les donne, en général c'est le conseil régional, mais la DRAF aussi en donne un peu. Il est important qu'il y ait la reconnaissance également de cette gestion durable ou à l'adhésion en Quali Territoire ou autre pour pouvoir aider. Là aussi, c'est un plus. Quali Territoire, c'est une... Je peux vous dire que hier, de ma responsabilité que j'ai encore signé une vingtaine, je pense, de gestion durable de Quali Territoire, mais sur des entreprises de toute la France. Donc je veux dire par là que c'est vraiment un atout également d'avoir ce challenge de Quali Territoire qui couvre, qui bénit un peu l'entreprise de ses devoirs sur la gestion durable. Merci Gérard Napiès, on reviendra vers vous évidemment. Philippe Flamand qui est à côté de vous, normalement on va vous passer le micro. Merci, vous êtes vous le président départemental du syndicat des propriétaires forestiers, donc vous représentez les propriétaires privés qu'on a beaucoup évoqué ce matin, qui gèrent leurs forêts. Qu'est-ce que vous pouvez réagir un petit peu à ce qui a été dit ce matin? Il y a une responsabilité qui est assumée aujourd'hui par tous les propriétaires. C'est quand même très hétérogène votre groupe. Alors vous l'avez dit, hein, on l'a dit déjà hier soir à la présentation de M. Perron, la forêt de Dornier qui était très excellente, hein, d'ailleurs je vous recommande le livre, hein, qui est un livre excellent. On donnera les références ce soir. Ouais. Et donc, la forêt de Dordogne est essentiellement, on l'a dit, à partir à des propriétaires privés qui se sentent concernés avec plus ou moins d'importance et qui sont obligés de se sentir concernés parce que nous sommes aujourd'hui, enfin, nous avons été pendant très longtemps soumis à deux contraintes et il y a une troisième qui arrive. La première, on n'en a pas beaucoup parlé ces jours-ci et c'est bien dommage parce qu'elle n'incombe qu'aux propriétaires, c'est le Code civil. Le Code civil, c'est Napoléon qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'il dit le Code civil? Quel est le rapport avec la forêt? Parce qu'on pourrait se dire Code civil. Le Code civil, il dit en gros que quand quelqu'un se promène dans la forêt d'un propriétaire privé ou de la forêt de l'État, parce que c'est valable aussi pour l'État, si une branche, alors je simplifie, si une branche tombe sur la tête du cycliste, invité ou pas, ou bienvenu, peu importe, c'est le propriétaire et lui seul qui est responsable. Ça, c'est très important. Et dans les syndicats de forestiers privés, il y a une 70 ou un peu plus de 70 syndicats en France, regroupés en une association nationale, un syndicat national. Nous sommes tous vigilants là-dessus et nous prenons pour le compte de nos adhérents des assurances pour ceux qui viennent en forêt, puisque nos forêts, notamment en Dordogne, sont plutôt libres d'accès. Il y a très peu de forêts qui sont entre guillemets interdites. Il y a des espaces qui sont clos pour des raisons de chasse, mais il y en a très peu, ce qui n'est pas tout à fait vrai partout. Donc ça c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est une date fondamentale, 1827. 1827, le Code forestier. Et ses évolutions, parce que le Code forestier, il a évolué. Le Code forestier est protecteur, le Code forestier punit. C'est important. Et il punit le propriétaire, entre autres, quand il ne respecte pas. Et les services de l'État, de façon tout à fait bienveillante, font appliquer, dans le département comme ailleurs, correctement ces choses. Ça, c'est la partie légale et réglementaire, parce que le Code forestier, c'est des lois, mais ce sont des règlements. Donc c'est le législateur, mais c'est aussi le ministre qui signe. Aujourd'hui, les ministres, que ce soit de l'Intérieur, mais surtout, j'allais dire, de l'agriculture et de l'environnement, ont quelques dossiers importants qui vont amener à prendre en compte, à prendre des décrets. Et le législateur va voter une loi. Le Sénat a déposé le 14 décembre dernier une proposition de loi. J'en profite pour excuser Serge Mériou qui m'appelait en me disant qu'il était justement à Paris pour ça. Il ne sera pas là avec nous ce matin. Et derrière tout ça, il y a tout un tas de dispositions qui vont impacter le Code forestier, le Code de la sécurité intérieure, et pour le Code de l'environnement, pour garantir une gestion durable, surtout à la lumière des incendies de l'an dernier. Et la troisième chose qu'on peut-être sous-estimé il y a quelques années, quand je dis les propriétaires prennent leur part de responsabilité, mais aujourd'hui, il n'y a plus de contestabilité. C'est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, on n'a pas toujours les réponses qui vont bien. Et le propriétaire forestier, il doit gérer sa forêt. Je rappelle que quand on coupe des bois, le Code forestier oblige le maintien de l'état boisé. Et quand je dis que le Code forestier punit, c'est-à-dire que les agents prévus à cet effet peuvent venir, au-delà de 5 ans, puis cette obligation est sur 5 ans, vérifier, contrôler, et pourquoi pas verbaliser. Je peux vous dire que les amendes sont très fortes.
pour veiller à ce que... voilà. Donc pour ça, qu'est-ce qu'a fait le législateur ? C'est M. Pisani, qui le ministre plus exactement, non pas l'Assemblée, mais le ministre qui a créé il y a quelques années les CRPF, dont Roland est notre directeur général aujourd'hui. Je salue au passage son successeur de Bordeaux, notre ami Stéphane Latour, qui est là parmi nous. Et il oblige aux propriétaires qui ont plus de 25 hectares d'avoir une gestion qui se fait en partenariat sur les conseils de techniciens forestiers, qui est contrôlé par les services de l'État avant d'être agréé en conseil d'administration. Bon, moi, je siège au conseil d'administration du CRPF Nouvelle-Aquitaine. Nous agréons tous les 4 mois un certain nombre de plans simples de gestion. Et donc, cette obligation, elle nous incombe, nous allons nous l'assumons, et elle va nous incomber encore plus, parce que dans le projet de loi, dans la proposition de loi que dépose le Sénat, le seuil va passer de 25 à 20 hectares, et l'obligation, c'est du technique, de faire ces PSG sous forme dématérialisée. Donc, nous sommes contraints de par la loi. Mais les propriétaires forestiers ont été plus ambitieux que ça, et ça, on ne le sait pas. Il y a un mot qu'on a très peu prononcé aujourd'hui, c'est la gestion durable, et notamment le label PEFC. Qu'est-ce que c'est PEFC ? Vous avez tous, vous achetez, vous envoyez des enveloppes, des cartes postales, vous achetez des meubles, etc. Beaucoup de produits issus du bois ont un petit logo marqué PEFC. Ça, c'est un label qui garantit, j'allais dire, de la graine à la planche ou de la graine au meuble, que tous les opérateurs, je ne sais pas comment il faut les appeler, le propriétaire forestier, celui qui va couper, exploiter, celui qui va en faire des meubles, etc., ou voilà, qui est une garantie de, on va dire, de gestion en bonne père de famille et de gestion intelligente qui préserve la biodiversité, etc. Et je cite pour exemple ce référentiel qui est un référentiel international qui se décline dans divers pays. Et tous les 5 ans, les règles, entre guillemets, évoluent. Et on vient de terminer il y a quelques jours ce qu'on appelle le forum, c'est-à-dire la grand-messe, parce que c'est une grand-messe, il y avait plus de 100 personnes avec... des gens, des professionnels, des industriels, des gens de la société civile, FNE, d'autres associations écologistes. La présidente qui a initié ce forum a souhaité faire une très large consultation. Personnellement, et je le lui ai dit, j'étais assez inquiet. Je ne vous cache pas que les débats ont été nourris. Et quand on est arrivé, au mois de décembre dernier, ou fin novembre, je ne me rappelle plus, le forum s'est terminé en présentiel avec 100 personnes, des gens d'obédience très différentes. Il n'y a eu qu'une personne qui a voté contre. 2 ou 3 se sont abstenus, je ne sais plus exactement lequel. Tout le monde, j'allais dire, de la graine au meuble, a voté pour, de façon consensuelle. C'était ce que voulait la présidente, elle a réussi. Et donc, aujourd'hui, on repart sur ce référentiel. Donc, les propriétaires forestiers, même si parfois il peut y avoir des exceptions, parce qu'on sait qu'il y a des gens, quand vous avez des parcelles où vous êtes en indivision, où vous ne savez pas, même il faut aller voir le notaire pour savoir qui est le... Voilà, c'est extrêmement compliqué. Et là, on peut penser que... Voilà. Mais la forêt française est extrêmement encadrée, il faut le savoir, et les propriétaires forestiers font tous les efforts qu'ils peuvent pour respecter ce code forestier. Dernière chose, avant de passer la parole à vos voisins, vous parlez d'un seuil de 20 hectares, très bien, mais on sait que la majorité des propriétaires, large majorité en Dordogne, c'est moins de 4 hectares, donc ils ne sont pas concernés, ils passent sous les radars, quoi. Alors, pas du tout, parce que 20 hectares, c'est ce que sera le plan simple de gestion, mais il y a en dessous, sur les seuils inférieurs, de 4 à 20-25 hectares, il y a ce qu'on appelle des documents c'est pas des documents de gestion durable, c'est la présomption de gestion durable. Ce sont des plans simples de gestion un peu plus simples. Mais l'esprit reste le même, il y a des programmes de coupe et de travaux, mais ces PSG, CBPS+, respecte le code forestier, c'est-à-dire que vous coupez, vous avez 7 hectares, vous coupez quelque chose, vous ne le reboisez pas, que ça soit rien du tout, que vous n'ayez pas de document de gestion, que vous ayez un CBPS plus un PSG, l'obligation de portée supérieure qu'est le code forestier s'applique. Le message, c'est quoi? C'est de dire, vous êtes propriétaire d'une forêt, même petite, vous avez des obligations, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est ça un peu le... je vous dis, vous êtes petit propriétaire, c'est pas une tare. C'est pas une tare. Si vous voulez faire de la gestion forestière, d'abord, vous pouvez faire de votre forêt tout un tas de choses. On ne fait pas que de la sylviculture. Vous savez, les propriétaires forestiers se sont inquiétés. Ils ont même fait inquiéter un Premier ministre dans les années 2005 pour étudier tout ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bois, combien ça vaut
le paysage, combien ça vaut l'oxygène, parce qu'on ne le lit pas, mais la forêt produit de l'oxygène, etc. Ce rapport, ce qui s'appelle le rapport Chevassus, a réussi à chiffrer, c'est un peu compliqué à lire, mais il est sur Internet, vous le trouvez, rapport de M. Chevassus au Louis, et donc les propriétaires qui étaient un petit peu à l'initiative de ça, ont voulu chiffrer, parce que les chiffres parlent toujours, de toutes les aménités, la chasse, etc., parce que la forêt de Dordogne, mais pas que, ce sont aussi des territoires où on peut chasser et où il faut chasser. Les chasseurs sont des partenaires des forestiers. On en parlera de ça d'ailleurs. Très bien, merci Philippe Flamand. On vous repassera la parole tout à l'heure. À côté de vous. Oui, on peut l'applaudir. J'avais oublié, pardon. On va passer la parole à Romain Janson. Bonjour à vous. Vous représentez Costebois, dont l'implantation principale, je crois que c'est à Belvez. Vous avez aussi des usines à Vézac, la Chapelle-Péchon. Vous connaissez sous anciennement Imberti. Je crois que ça parle plus aux gens de mon âge. Et vous êtes donc du côté de l'exploitation, la transformation du bois. Et vous voulez insister sur toute la chaîne de développement économique en Dordogne. Alors, ce matin, on a un peu opposé tout ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire maintenant? Voilà, bon, du coup, bonjour à tous. Parlez bien près. Romain Janson. Donc, juste pour vous situer un petit peu COS, une entreprise familiale qui appartenait à mon grand-père. Et aujourd'hui, nous sommes une 60aine de personnes situées principalement sur le site de Belvès, avec 2 sites de production, donc 2 scies. Une scie qui scie que du châtaignier, donc qui est approvisionnée à 150 km à la ronde environ, et une autre scie qui scie du peuplier et du pin maritime. Tout ça destiné à faire des lambris et des voliges et des parquets fabriqués sur Belvès. Ensuite, Costebois, c'est aussi une exploitation forestière en amont qui s'occupe de nous trouver tous les bois pour nos 2 scieries. Et ensuite, nous avons une autre casquette qui est une casquette négoce. Donc négoce bois et dérivés, donc j'y viendrai après, mais nous allons négocier tous les bois qui viennent du monde entier. Donc voilà. Donc il y a une 50aine de scieries de la taille de la vôtre encore en Dordogne, c'est ça un peu le tissu. Donc quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui prospère? Oui, alors nous au niveau de la scierie parqueterie, c'est quelque chose qui est on a connu la crise Covid qui a créé un réel engouement sur le bois, donc on a été pris de court en déménageant sur le site de Belvès, anciennement Imberti. Donc on a changé les scies, on a changé les séchoirs, on a changé les parqueteuses, on s'est mis en place. Est arrivé le Covid et là la demande a explosé, notamment sur les bois locaux. Les gens voulaient bricoler chez eux, poser des parquets. Donc nous, l'activité se porte très bien, on est très contents sur cette activité production. Donc pour parler des problématiques de notre métier, la principale problématique de notre métier, ça va être en amont, en exploitation forestière, de pouvoir trouver des gens qualifiés dans les ETF qui sachent les besoins de la scierie. Hein, c'est très important parce que nous allons scier des bois qui sont différents d'une autre scierie et on a un cahier des charges qui est différent de l'utilisation que va en faire le scieur. Donc pas donc la qualification des employés, ensuite peu d'employés, donc ça c'est très compliqué. On a les têtes d'abatteuses, pratiquement plus que des têtes d'abatteuses. Hein. Donc pour notre métier c'est très compliqué puisque si on parle du peuplier ou du châtaignier, sur une tête d'abatteuse, juste pour entrer un petit peu dans la technique, ça va venir abîmer le bois, ça va venir le marquer. Il va falloir qu'on le scie très rapidement, ça va nous créer des écorces. Enfin, dans le système de production, c'est très compliqué. Donc on est obligé de réinventer un peu tout notre système de production. Et un triage de billons qui est un petit peu moins bien fait qu'un bûcheron qui faisait à la main. Le châtaignier, vous connaissez ou pas ses gros défauts. Le gros défaut du châtaignier, ça va être la roulure. La roulure à la tête d'abatteuse, très compliqué d'arriver à détecter une roulure. Où, voilà, on sait quand on va dans un taillis s'il est plutôt sain ou pas. Mais nous, voilà, une bûche roulée, quand elle arrive à l'entreprise Coste, elle va faire tout le cheminement, elle va arriver à la scie, elle va se scier, elle va se sécher, elle va se raboter, et à partir du moment où elle est rabotée, elle aura passé les 7-8 étapes, on va la mettre à la poubelle. Pas tout à fait, vous allez la récupérer peut-être pour on va la garder ensuite pour faire du bois énergie, pour revendre en bois énergie. Parallèlement à ça, nous, on utilise nos copeaux pour nos séchoirs et pour sécher nos bâtiments. Alors, problème de main-d'œuvre et problème de ressources aussi. Voilà. Vous dites il y a des grosses boîtes qui siphonnent un peu toute la ressource, c'est ça? Problème de ressources, notamment sur le peuplier. Le peuplier qui est... je reprends les propos du monsieur tout à l'heure qui disait je parle de plantation et je parle de forêt mélangée, entre guillemets. Je suis à peu près d'accord, à moitié avec ça. Mais à peu près d'accord. Pourquoi? Parce qu'une plantation de peuplier, ça se mène comme une plantation de poireaux. Il faut le voir comme ça. On va planter du peuplier, on va le mener en plantation. Pourquoi? Pour le besoin de l'industrie.
Pourquoi je vous ai fait un petit parallèle sur le négoce tout à l'heure? Notre activité principale chez Cost reste le négoce et moi je suis acheteur pour Cost. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète des bois dans le monde entier. J'essaye de faire attention à ce que j'achète, mais je ne sais pas exactement tout le temps. Je suis obligé de croire ce qu'on me dit. Donc pour revenir au peuplier, une demande énorme, croissante, avec des acteurs qui s'appellent, peu importe, on va le citer, Garnica, il y en a d'autres, hein, qui est une société européenne, il faut le savoir. Garnica est une société qui est en France, qui est aussi en Espagne, qui est aussi en Italie, qui nous a fait pratiquement tripler le prix de l'agrume. Alors aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas forcément un problème, le prix, puisqu'on l'a remis sur le prix de vente, et un parquet qu'on vendait 10, on le vend 25 aujourd'hui, ça se vend. Ce qu'on peut dire, c'est que vos parquets, vous ne les vendez pas dans des grandes surfaces. Non, alors nous, vous êtes dans un. Cost, on a une empreinte très familiale et on s'interdit, entre guillemets, de vendre dans les grandes surfaces. On ne vend qu'un un réseau d'indépendants, négociants indépendants ou localement. Donc nous avons des entreprises comme Garnica qui vont venir nous piquer les peupliers, entre guillemets, nous faire monter le prix. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que tout ça est allé trop vite. Donc du coup, le temps de replanter du peuplier et d'arriver à une rotation d'une quinzaine d'années sur un peuplier, on va avoir un trou. Et chez nous, ce qui est très compliqué, c'est qu'au lieu de s'approvisionner localement, on est obligé d'aller chercher des peupliers à 300 ou 400 km à la ronde, de faire descendre le bois. Donc là, l'impact carbone est absolument catastrophique, ce qu'on veut pas. Et on a un trou en Dordogne à cause de ces grosses unités qui viennent piller le territoire. Et ensuite, on le voit bien, qui sont en train de remonter une autre usine dans le nord de la France, qui vont piller le territoire. Et ça, c'est assez compliqué, à gérer pour nous. Alors pour l'instant, ça tient, puisqu'on a réussi à le remettre sur le prix de vente. Mais voilà. Qu'est-ce que vous demandent les gens aujourd'hui? C'est quoi la mode, entre guillemets? Enfin, est-ce que c'est du bois blanc scandinave? Est-ce que c'est des résineux made in Dordogne? Qu'est-ce qu'il y a à la côte? La mode aujourd'hui, forcément, on parle de produits biosourcés, d'accord? Donc le bois en fait partie, ça dépend comment on classe le biosourcé ou pas. Donc on a avec la RT 2022 les fiches FDSE qui vont sortir sur tous les produits de transformation, hein, que ce soit votre crayon, que ce soit votre morceau de parquet. Donc cette fiche, elle sert à quoi? Elle sert à calculer le bilan du bois quand il a été coupé jusqu'à la mise en œuvre dans la maison. Bilan carbone, quoi. Exactement. Pour qu'une fois que ce produit, on puisse le détruire, on sache exactement le bilan carbone. Donc pour répondre à votre demande, la demande du client aujourd'hui est sur un produit local. Oui, mais par contre... sur un produit local, mais par contre, il y a un impact prix qui fait que c'est compliqué. Donc nous, notre parquet peuplier, on va bien le vendre sur nos restaurations, sur des gens qui ont, je prends le peuplier ou le châtaignier, ou le pin maritime, nos parquets qu'on fabrique. Quelqu'un qui veut encore du parquet traditionnel et qui a encore un petit peu de moyens pour pouvoir se le payer, sinon forcément, il va partir sur un produit moins cher, comme de l'épicéa d'importation, que je vais vendre dans mon négoce. Alors, on a vu l'effet inverse avec le bois qui a explosé, l'effet Covid. On a connu des crises énormes, hein, des bois qui sont passés de 100 euros à 300, à 500, à 1000 euros. Donc tout ça est revenu à des essences françaises pour nous, est revenu à des essences françaises, c'est des vases communicants. Et là, le bois scandinave rebaissant, ça repart sur les essences scandinaves. Donc ça, c'est l'économie. Merci Romain Janson, on reviendra vers vous évidemment. Je vais passer la parole à côté de vous à Jérôme Chanel, qui représente... Ah oui, on peut applaudir Romain Janson, c'est bon. Merci à vous de nous donner de l'énergie, c'est toujours très agréable. Jérôme Chanel, vous représentez la coopérative Alliance Forêt-Bois, je crois que vous êtes basé à Ville-en-Blas, hein, c'est ça vous gérez 70 000 hectares de propriété, 4 500 adhérents, vous consommez, je ne sais pas si le terme est bon, commercialisez 200 000 mètres cubes de bois par an. Vous êtes un gros acteur, quoi, sur le... Oui, tout à fait, on est effectivement un gros acteur. Néanmoins, je vais me présenter comme technicien forestier, si vous le permettez, ce que je suis, avant tout, puisqu'on parle de la forêt du Périgord, et je voudrais, à ce titre-là, rappeler simplement, et je pense que c'est le parcours de la plupart des techniciens forestiers qui œuvrent en forêt privée ou publique, d'ailleurs. On tombe dans la forêt un peu par hasard. Moi, c'était à 10 ans. On s'y trouve bien, on en tombe amoureux. Comme on tombe aussi amoureux, généralement, du matériau bois. Et l'alliance entre les deux, la forêt, le bois, c'est cette filière qui est formidable, dans laquelle on se trouve bien et que l'on apprécie. Et j'aime à rappeler qu'un technicien forestier en forêt privée apprécie autant travailler dans des forêts de plantation, à marquer des éclaircies, à préparer des élagages de peupliers. Je crois qu'on a intérêt à les élaguer, nos peupliers, c'est mieux pour vous. Que de travailler à un balivage de chênes, à préparer une régénération naturelle. Voilà, c'était simplement pour rappeler que
il n'y a pas de clivage dans le monde du technicien forestier, que la gestion forestière vue par le technicien elle est ainsi. Vous dites pas d'hérésie dans la gestion de la forêt, hein, c'est un peu ça, Exactement, exactement. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il y a quand même des tensions et que vous essayez Je pense que vous en avez eu quelques exemples tout à l'heure, voilà, tout simplement. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les choses, et les deux forêts se gèrent très bien. Elles ont des intérêts, souvent convergents. Il peut y avoir des petites différences, mais elles sont toutes les deux extrêmement utiles. Je parle des forêts de plantation ou des forêts naturelles ou semi-naturelles. Pour revenir à la forêt du Périgord, la forêt du Périgord est une forêt extrêmement diversifiée. Je crois qu'il est parmi nous, j'ai mon premier directeur, Michel Bardot, qui aimait bien à me rappeler que la forêt du Périgord était aussi belle qu'un manteau ou qu'un costume d'arlequin. Et je crois que tout à l'heure, on a vu dans les images projetées par l'IGN toute la diversité de cette forêt-là qui est extraordinaire. Elle est diverse pour quelles raisons? 3-4 espèces qui ressortaient quand même. Hein. Il y avait 3-4 espèces qui ressortaient en priorité, mais elles sont réparties un peu partout sur le territoire et extrêmement mélangées entre elles. Et pour quelle raison? Pour une raison évidemment structurelle, on en a parlé hier, la composition des propriétés, de la petite propriété, mais aussi pour des questions géologiques. On est sur un territoire extrêmement varié du fait de cette histoire géologique tout à fait singulière. On est aux confins, le Périgord, d'un plateau sédimentaire calcaire et d'une roche cristalline, le Massif central, qui est venu se superposer à ce plateau calcaire par érosion au fil des temps. Tout ça formé par des plissements de terrain tectoniques et sculpté par 4500 kilomètres de rivières qui parcourent la Dordogne. Tout ça a donné des paysages extrêmement variés, des structures de peuplement extrêmement variées. Et aujourd'hui, ces structures-là font que, de toute façon, la diversité de notre région et de notre département, elle tient beaucoup à cette structure-là que l'on appelle des forêts mosaïques, qui rappellent ce fameux manteau d'arlequin. Et ces forêts mosaïques sont gérées en tant que telles. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. On travaille sur de la petite propriété, sur de la petite parcelle. La coupe de renouvellement médiane à la coopérative, c'est 1,7 hectares. Le chantier médian de reboisement, c'est 2,3 hectares. Tout ça réparti sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire simplement que les chantiers sont des petits chantiers adaptés à la structure foncière du Périgord et adaptés à la structure des peuplements également. Si on regarde, si on observe typiquement dans le Périgord, c'est un territoire de tôle ondulée. On a beaucoup de petites collines. Si on prend la colline du Périgord central, par exemple, vous vous apercevrez, si vous l'observez un peu, que régulièrement, elle a un petit peu la même configuration. Le plateau sur lesquels ces sédiments issus du Massif central se sont bloqués sont des zones relativement acides, frugales, sèches, où l'eau ne tient pas parce que les réserves en eau utile sont faibles sur ces terrains-là. C'est là où on va trouver malheureusement ces fameux taillis dépérissants de châtaigniers qui viennent petit à petit être colonisés d'ailleurs par une essence tout aussi autochtone qui est le pin maritime, qui vient petit à petit prendre la place dans ces secteurs-là. Et puis dès que vous descendez la colline, vous avez un peu plus de richesse. On va trouver du taillis de châtaignier plutôt de meilleure qualité, des taillis de chêne qui vont plutôt être cultivés, eux, en taillis, c'est-à-dire qu'on va les exploiter et on va les laisser repartir naturellement depuis les rejets de souche. Et puis, dans les fonds de vallon, où on va retrouver quelquefois par l'érosion des rivières, les roches-mères originelles, sédimentaires, calcaires, qui donnent d'excellentes qualités d'argile. Là, on va trouver des terrains beaucoup plus frais, beaucoup plus riches, qui vont s'alimenter en plus en eau par le fait que tout rigole dans ces secteurs-là, et on va trouver nos fameuses chênaies charmées, par exemple, que l'on va gérer plutôt de façon naturelle, avec de la régénération naturelle. Vous avez bien senti cette inquiétude sur l'enracinement, sur les monocultures, tout à fait. Avec 200 000 mètres cubes de bois par an Alors 200 000 mètres cubes de bois par an, 200 000 mètres cubes de bois par an commercialisés, ça comprend évidemment beaucoup de feuillus, du châtaignier, quelques chênes, du peuplier et aussi du résineux. C'est très varié en fait, c'est extrêmement varié. Et pour revenir à l'aménagement et l'inquiétude sur l'enraisinement, je le disais tout à l'heure, la médiane des chantiers c'est 2,3 hectares. Déjà, ça fait quand même des choses relativement petites. Mais bon, ça oui, on peut parler des coupes rases, on peut parler des coupes de renouvellement si vous préférez. En sachant que la coupe rase, j'aime bien rappeler simplement que le mot coupe rase vient de l'origine du taillis. On a toujours, quand on exploite un taillis, vous savez, il faut toujours le couper le plus ras du sol possible pour que les bourgeons qui repartent et qui vont redonner le nouveau taillis s'affranchissent le plus possible de l'ancienne souche et recréent des nouvelles racines. C'est l'histoire de mon coupe rase, j'aime bien le rappeler quand même. Mais
Et effectivement, ces espaces-là sont reboisés. Comme les politiques et tout le monde oriente ses choix, la priorité des reboisements se porte évidemment sur les peuplements dépérissants. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est une évidence. Il y a beaucoup de peuplements dépérissants. Ces fameuses plateaux, collines, petits sommets de collines dont je vous parlais tout à l'heure, ces peuplements dépérissants sont remplacés. Le forestier que je suis et que tout le monde fait comme moi, on se gratte la tête pour trouver des essences en capacité de s'adapter à ces stations-là. Si le châtaignier dépérit sur cet endroit-là, c'est pour plein de mauvaises raisons, et parmi lesquelles la qualité de la station, l'adéquation du sol, on l'a rappelé, je ne vais pas le répéter tout à l'heure. Donc le choix est toujours un peu cornélien de trouver des essences adaptées, et c'est vrai que dans 80% des cas, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent le pain maritime sur ces espaces frugaux qui va être pris en compte. Ceci dit, on peut... C'est plus rentable aussi. C'est parce que c'est surtout adapté à la station. Si on pouvait planter du chêne pédonculé sur ces espaces-là, on le ferait, mais on ne peut pas planter du chêne pédonculé. C'est totalement impossible. Le chêne pédonculé, aujourd'hui, malheureusement, c'est une espèce qui est pratiquement plus plantée en France. Mais, par contre, quand on installe effectivement des peuplements comme ça, on prend en considération de plus en plus les éléments dits naturels. Souvent, dans un taillis de châtaignier dépérissant, il reste quelques îlots de chênes tausins qui se promènent à droite à gauche le long d'un petit alvègue parce que c'est extrêmement diversifié. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On va essayer de conserver, de préserver ces espaces-là pour justement les mixer aux futures plantations qui vont arriver. Et au-delà de ça, eh bien, il y a aussi des essais qui sont menés. Des essais qui sont menés sur l'évolution des essences, sur le choix des essences. On a eu des questions tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais le chêne, en particulier sur le feuillu, parce que c'est une des essences qui tend à disparaître le plus avec le réchauffement climatique, parce que c'est tout bête, hein, mais c'est juste une essence qui a du mal à stopper sa transpiration en période estivale. Donc elle souffre beaucoup plus que les résineux, contrairement aux résineux. Les chênes, on a parlé du chêne pubescent tout à l'heure, qui est un chêne qui présente des caractéristiques d'essence méditerranéenne extrêmement résistantes à la sécheresse et qui nous intéresse beaucoup, nous forestiers. On en installe d'ailleurs et on commence à en élever énormément sur des pépinières, en particulier la nôtre dans les Landes à Rue. Le chêne chevelu également est un chêne très intéressant sur lequel on travaille et qui nous offre des perspectives. Simplement, il faut être humble en forêt. Il faut estimer le temps un peu long et donc il nous faut un petit peu d'essai. Allez, merci Jérôme Chalet, on a passé un peu de temps, mais c'était intéressant de vous entendre un petit peu sur l'historique et tout ça. On peut l'applaudir, absolument. Après ces professionnels du bois, on va passer à deux représentants d'associations. Je vais passer la parole à Nils de Pracontal. Vous êtes administrateur en Dordogne du Sénat. Alors c'est le conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. On connaît le conservatoire du littoral en particulier, mais il y a aussi un conservatoire pour les espaces naturels. Et votre sujet, c'est l'acquisition d'espaces à haute valeur pour la biodiversité. Donc vous êtes un peu dans la logique inverse qu'on vient d'entendre. C'est plutôt pour protéger que vous achetez des forêts. Je vous laisse la parole. Merci. Alors le CNNA, le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, c'est effectivement une association de protection de la nature qui travaille à l'échelle régionale, dont on a, nous, un siège en Dordogne à Mussidan, de un peu moins de 10 salariés. Le cœur de métier de cette association, c'est, à l'instar de ce que disait Nicolas Lecoeur tout à l'heure, sur la connaissance à améliorer des forêts de Dordogne, nous, c'est la connaissance à améliorer des sujets des enjeux de biodiversité. On a aussi ce besoin-là en Dordogne, donc on a une partie de notre travail qui est de l'amélioration de connaissances sur ces enjeux de biodiversité. Et puis après, aussi également, d'acquérir ou de gérer des espaces à haute valeur de biodiversité. Donc en Dordogne, en quelques chiffres, on est propriétaire de 350 hectares. Nous accompagnons la gestion de 12 sites Natura 2000. Enfin voilà, c'est un petit peu le travail que font nos équipes. Donc ça, c'est l'État qui fournit un budget pour acheter des terrains ou comment ça fonctionne? Alors écoutez, il y a plusieurs partenaires dont la région et le département, conseil départemental, sont nos partenaires principaux. Et puis bien sûr, la DREAL au niveau régional accompagne ce type de structure. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est 130 salariés. Voilà. Alors, sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de la forêt, quel est un peu notre constat? On en a parlé un petit peu ce matin. On voit apparaître des nouvelles pratiques assez récentes en Dordogne, avec des impacts potentiellement ou éventuellement ou de façon avérée forts sur ce qu'on appelle la biodiversité. Ce serait peut-être bien à un moment aussi de décrire ou de mettre des mots sur ce mot-là, parce ce serait peut-être plus simple, enfin c'est un peu techno aussi ce mot de biodiversité, c'est compliqué des fois à comprendre ce que c'est, mais
Pour faire court... Techno ou tarte à la crème, quoi. Ou tarte à la crème, si on veut, derrière, ça me quoi. va aussi. On fait également le constat de l'arrivée, ou en tout cas de la massification toute relative, et je suis d'accord avec vous, hein, d'objectiver un peu tous ces chiffres, c'est important, mais l'arrivée néanmoins régulière, et c'est un petit peu le chemin, de notre point de vue, qui est en train d'être pris, de remplacer par des essences type résineux, quelles qu'elles soient, et on en comprend les vertus de ces espèces, mais néanmoins, ça nous mène dans une trajectoire qui, de notre point de vue, contribue et participe à un appauvrissement. La biodiversité, c'est vraiment la diversité du vivant, et donc, bien sûr, dès lors qu'on va passer dans des itinéraires techniques ou dans des trajectoires qui vont pas dans le sens de la diversité, forcément, ça en réduit l'expression de cette nature. Et puis, on voit arriver éventuellement, là aussi, des espèces alors potentiellement invasive, là aussi je dis il faut l'objectiver, il faut le mesurer, il faut prendre le temps de bien apprécier ce qui est en train de se jouer, ce qui appelle un petit peu aussi à la prudence de notre point de vue. Et puis on voit aussi une pression nouvelle arriver sur les haies. Alors c'est pas une forêt en tant que telle, néanmoins on y sort aussi du bois, et on sait à quel point les haies sont des marqueurs forts de cette biodiversité, des éléments absolument centraux. Et donc juste pour le vent, les tempêtes, les choses comme ça, entre autres, quoi. Pour les services rendus, oui, mais pour l'accueil de la biodiversité, c'est tout aussi remarquable. Et tout cela participe un petit peu d'une évolution nouvelle, rapide, de nos paysages. Et donc, on est alerté par le grand public, ce qu'on appelle pudiquement le grand public, ou par les collectivités, sur ce qui est en train de se passer. Alors, c'est en train d'arriver, voilà, c'est quelque chose de nouveau, donc évidemment ça suscite de la réaction. Et donc on s'est questionné nous aussi au sein du conservatoire en voyant un petit peu ce qui est en train d'arriver, et ça nous a aussi réorienté nos choix d'acquisition, pour faire le lien avec une de nos missions qui est aussi soit de la gestion, soit de l'acquisition de terrain. Considérant que nos acquisitions n'ont pas vocation à être mises sous cloche. Vous en faisiez allusion en début de réunion là, ou de séminaire. Dans nos parcelles ou nos terrains dont nous sommes propriétaires, bien souvent nous avons, même quasiment tout le temps, des conventions de gestion, notamment avec des agriculteurs. Mais du coup, en regardant un petit peu nos priorités d'intervention, qui étaient jusqu'à présent les zones humides, les coteaux calcaires, voilà, qui étaient un peu les lieux de concentration de cette biodiversité, on s'est logiquement tourné aussi vers ces enjeux de forêt qui étaient pour l'instant en Dordogne, parce que la topographie, la géographie, l'histoire fait que pour l'instant elle était plutôt bien protégée en tant que telle, quoi. Et donc on réoriente aussi notre attention, et on est interpellé par les collectivités aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour orienter, accompagner éventuellement, chacun dans son métier, nous on n'est pas des sylviculteurs, mais faire en sorte qu'en tout cas ces évolutions soient le mieux partagées possible. Et ça, encore une fois, merci de mettre ces sujets en débat. On voit bien que, parce que nous-mêmes nous en sommes interpellés, ça devient un sujet de société, ce n'est plus qu'une affaire de spécialistes, et donc ça c'est très bien qu'on puisse en discuter le plus sereinement possible, évidemment. Et les collectivités qui s'en emparent en disant quelle est notre part à nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est du terrain privé, néanmoins il y a des leviers, néanmoins il y a des possibilités pour orienter, ou en tout cas éviter éventuellement d'aller dans des impasses. Voilà. Un dernier mot, si vous permettez. Allez-y, je vous prie. C'est sur l'état de la biodiversité dans les forêts. Alors là, ça va être un peu, c'est très généraliste, c'est pas propre à la Dordogne. Il y a des études qui sont menées depuis plus de 30 ans sur l'état de la biodiversité, notamment des oiseaux, dans différents grands milieux. Donc c'est pour ça que c'est à prendre en tant que tel. On parle des forêts de France, il faudrait aller regarder après plus en détail de quelles forêts on parle. Néanmoins, entre 1989 et 2019, ce qui donne un recul assez intéressant, on est quand même à moins 10% juste sur les oiseaux de cette diversité et de cette abondance. Ça doit nous interpeller, forcément ça nous dit quelque chose sur la qualité, sur la diversité, sur la résilience de ces habitats. La forêt, moins 10%, milieu agricole, moins 30%. Et le moins 30%, il est
tout à fait corrélée à l'intensification des pratiques agricoles. Donc là aussi, c'est simplement pour nous alerter collectivement. Cette intensification éventuellement dans les forêts pourrait aussi, je dis bien là aussi, très modestement, on met ça en discussion, en partage, mais on a au moins cette expérience dans l'agriculture que cette intensification a très lourdement impacté les oiseaux de plaine. On ne prend que cet indicateur. C'est géré par le Muséum national d'histoire naturelle. Ce sont les meilleurs spécialistes et scientifiques dans l'affaire, donc c'est quelque chose d'assez consensuel. Et donc voilà, je voudrais aussi partager cette alerte de cette mécanisation qui éventuellement présente tout un tas d'intérêts, il n'y a pas de doute là-dessus. Le vice-président parlait de revenir au bœuf. Bon, évidemment, ce n'est pas le sujet, on est bien d'accord. Mais néanmoins, ça doit nous alerter et donc nous questionner sur le thème de notre journée. Atelier, Oui. qui est cette conciliation. Alors justement, la conciliation, vous avez des objectifs complètement différents, j'allais dire opposés, presque antinomiques avec les trois personnes qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que... mais pas du tout. Mais pas du tout. Aussi non, pas du tout. C'est pas du tout aussi caricatural que ça. Ah oui, heureusement. On cherche à provoquer tout le temps. Non, mais il n'y a pas besoin de ça, cher monsieur. Non. Et je vais vous donner un exemple. Le Conservatoire des espaces naturels est propriétaire de forêts dans lesquelles il mène des actions de gestion. Et où d'autres itinéraires techniques sont aussi possibles. Alors, ils ne répondent là non plus pas à tous les besoins, ça ne peut pas se généraliser partout. On est d'accord pour la différenciation, évidemment. Mais néanmoins, encore une fois, on est un peu à la croisée des chemins. On a ce réchauffement climatique qui est en train de nous arriver et dont on ne mesure à peu près pas du tout encore le séisme que ça provoque. Alors bien sûr, nous on le voit sur la biodiversité, très directement aussi, sur la forêt évidemment, porteuse de cette biodiversité. Mais là aussi, attention juste aux solutions a priori faciles qui sortent des chapeaux. Voilà. J'aimerais juste aussi qu'on puisse prendre le temps de vraiment faire la part des choses, de les objectiver. Il y a beaucoup de passion dans ces débats, et tant mieux, j'aime les gens passionnés, je le suis. Mais je pense qu'il y a besoin d'objectiver, de poser les choses. C'est ni tout noir ni tout blanc, évidemment. Et les solutions clés en main, il faut s'en méfier. Voilà. Donc, on est à un moment où il y a des choix à faire. C'est pas un seul choix sur toute la Dordogne. C'est pas ça non plus, bien sûr, le sujet. Et ça, ce sera l'inverse de ce que nous défendons, c'est-à-dire la diversité. Mais je pense qu'il y a des erreurs passées qui ont été faites. Je pense aussi que ce sujet de DFCI et ce sujet très montant de protection contre les incendies. Protection contre les incendies. Je pense aussi qu'il y a du retour d'expérience à aller chercher du côté du Sud-Est. Quand on voit que dans le Sud-Est, leur premier des réflexes, c'est de jamais replanter après des incendies. Ça fait 30 ans qu'ils ne replantent plus. Voilà. Donc je pense que c'est un bon moment pour poser les bases d'un futur dialogue collectif à avoir dans les années à venir et on prendra toute notre part à ce dialogue. D'autant qu'on aura le directeur du SDIS cet après-midi, service d'incendie et secours de Dordogne, donc ça sera une question à lui poser, je la garde dans un coin de ma tête. Merci beaucoup. On peut vous applaudir absolument en ville de Pracontal. Alors on dit Seine-ENA, c'est ça la prononciation Seine-ENA, c'est conservatoire, voilà. Autant dire les choses comme elles sont. Alain Garcia, je vous aurais reconnu, puisque vous avez votre badge LPO, conseiller territorial à la Ligue de protection des oiseaux Aquitaine. Vous êtes resté à l'ancienne entité et vous m'avez donné une punchline, comme on dit en télévision, qui veut dire protéger les espaces pour protéger les espèces. C'est un peu votre mot d'ordre. Alors je vous laisse un peu nous détailler tout ça et puis peut-être réagir à ce qui a été dit. Oui, merci. Nils, il m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Il a donné des chiffres que je voulais préciser. Si vous avez les mêmes, c'est déjà pas mal. Je vais simplement dire que la LPO, c'est d'abord une association de protection de la nature la plus ancienne, 1902. Vous connaissez son président, Alain Bougraine-Dubourg. Son directeur actuel, c'est Mathieu L'Orphelin. Moi et mon collègue qui est ici, nous sommes deux élus régionaux, donc effectivement l'ancien territoire d'Aquitaine. Alors il se trouve que, je ne sais plus par quoi il faut prendre le sujet, moi j'ai été sans doute sujet à de mauvaises lectures. J'ai commencé par Le Printemps silencieux, 1963, Rachel Carson, qui nous alertait sur le danger des pesticides aux États-Unis. Après, dans les années 70, j'ai dû lire Avant que Nature meure du professeur Jean Dorst, du Muséum d'histoire naturelle.
Et puis maintenant, je suis en train, sur ma table de chevet, j'ai le grand livre du climat dirigé par Greta Thunberg. Ça calme pas mon éco-anxiété. Que des optimistes. Alors revenons à nos oiseaux. Vous n'avez pas le livre de Daniel Perron encore sur la forêt, non? Non, mais je vais l'acheter. Vous le remettre, hein. Et j'ai beaucoup apprécié la conférence d'hier. Donc, bon. Ce que vous disiez, c'est qu'il ne faut surtout pas que la Dordogne se transforme comme les Landes, hein, si je peux vous aider. Ah oui, alors là, écoutez, j'étais encore la semaine dernière, j'ai traversé. Alors, je ne sais pas, le monsieur du CNPF tout à l'heure a dit qu'il y avait 60% d'espèces communes, quel que soit le type de peuplement. Là je m'inscris en faux. Hein. Nous, on a mené des études, le fait local, hein, en Dordogne, avec le parc naturel Périgord-Limousin. Les conclusions ne sont pas du tout celles-là. Les forêts qui attirent des oiseaux, c'est des forêts qui sont multivariées en essence et en structure. Donc il faut au moins minimum 3 essences principales. Il faut qu'il y ait une structure verticale avec tous les étages. Et il faut que la lumière arrive au sol pour qu'il y ait à la fois de la végétation et des insectes, pour qu'on retrouve un cortège d'espèces d'oiseaux significativement plus élevé. Alors, on a un souci, effectivement, avec les taillis de châtaigniers, où nous, on considère que pour la vie faune, ça ne vaut pas grand-chose. Et que donc, on se pose la question de qu'est-ce que vous allez... Alors, uniquement sur les oiseaux. Je ne suis pas spécialiste des insectes, je ne sais pas. On en aura une cet après-midi, je vous rassure. Mais je me questionne parce que je sais qu'en milieu agricole, quand les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent derrière. Donc s'il n'y a pas d'oiseaux dans les taillis de châtaigniers, il n'y a peut-être pas beaucoup d'insectes pour eux aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces milieux-là? Et là, on a été obligé de se pencher sur le document qui s'appelle le schéma régional de gestion sylvicole, qui est en fait le cadre qui régit pour les 10 prochaines années, on va dire, les propriétaires privés, au moins ceux qui ont plus de 25 hectares et qui sont soumis au plan simple de gestion. Alors nous, on a fait quelques remarques qu'on a remontées à la DRAF, en disant, d'abord le document est super, merci le CRPF, c'est vraiment un très beau document pédagogique, mais il se cache dans les annexes quelques problèmes. En particulier, on s'aperçoit qu'on demande, si vous voulez, le projet, c'est d'augmenter de 25% le volume de bois prélevé. On nous dit qu'on a 50% de stock en plus, donc tant mieux, prélevons. Est-ce qu'on nous parle de forêt durable, de forêt renouvelable? Est-ce qu'elle sera renouvelée en temps et en qualité? Ensuite, on s'aperçoit qu'au niveau des subventions, qu'elles soient régionales ou départementales, on a tendance à privilégier les enracinements. Parce que le taux de subvention, bien que moindre que les feuillus, il est exploité à 20 ans ou 30 ans, le résineux, alors que le feuillu est exploité à 60 ans. Bon. Mais la question qu'on peut se poser déjà, donc, c'est que le propriétaire, lui, il est incité à aller à un rendement rapide, donc à privilégier l'enracinement. Donc là, on est dans l'économique. C'est une question qu'on pose. Vous voyez, on va faire réagir un petit peu là, ouais. Ok. Et pour finir, donc il y a aussi dans ces directives le fait qu'on diminue le volume, le diamètre d'exploitabilité. Donc, tout ça concourt à aller vers un rajeunissement des peuplements. Et ce dont on est absolument sûr aujourd'hui en termes de biodiversité, c'est que si on n'a pas de vieux arbres mûrs, on perd énormément de biodiversité. Voilà. C'est valable pour les oiseaux et c'est aussi valable pour les chauves-souris. Je vais juste donner un exemple d'une étude qui a été menée par un des salariés de la LPO dans le Bordelais sur des grands crus où il a été prouvé, si vous voulez, que le fait d'avoir des bosquets et des haies favorisait les chauves-souris. Et donc ces chauves-souris capturent les papillons de nuit qui créent des dommages à la vigne. Ouais. Et donc ça a été prouvé, c'est noir sur blanc. Enfin, voilà. Donc, par contre, pour revenir aux haies, malheureusement, le rapport plantation-arrachage au niveau national, aujourd'hui, c'est moins 8000 km de haies par an. Donc, si vous voulez, il y a le discours, puis il y a les faits.
Merci. Philippe Flamand, je vous voyais dire non de la tête tout à l'heure. Vous voulez réagir à ce que... Alors on va pas revenir dans les batailles de chiffres, mais peut-être que vous avez quand même une précision à apporter. Normalement, ça marche. Parlez dedans. Il marche pas celui-là? Ah, attendez. On va vous en prendre un autre. Bah voilà, celui de Monsieur Garcia, il marche. Hein. On l'a entendu. Oui, ce que je voulais dire, pour compléter ce que dit Monsieur de la LPO, on ne fait pas n'importe quoi en forêt parce qu'il y a un plan, une stratégie nationale de la forêt et du bois qui est défini en stratégie régionale, et le schéma régional de gestion sylvicole s'applique à tous. Alors on en parle un peu plus pour les gens qui doivent avoir un PSG, parce que c'est le document phare. Mais celui qui met le nez en forêt, qui avec sa tronçonneuse ou une machine coupe le moins d'hectares de bois, le schéma régional de gestion sylvicole, qui va être adopté, qui va être signé par le ministre prochainement, et qui a été, vos collègues de la LPO, mais aussi d'autres associations environnementales étaient présents, ils ont participé. Ce document a été soumis à l'enquête publique que la DRAF a dépouillée, sur lesquelles le CRPF s'est prononcé. Il est à la signature du ministre, comme dans toutes les régions de France. Donc ce document, quand j'ai dit tout à l'heure que le droit encadrait énormément la forêt, il l'encadre jusqu'à ce niveau-là. Et dans les 300 et quelques pages que fait le SRGS, je ne sais pas où il est, Roland, on y trouve tout. Moi, il y a des domaines sur les forêts pyrénéennes où je suis incapable de dire si c'est bien, pas bien, et on fait confiance aux collègues, à vous, etc. Mais c'est quand même un document consensuel et qui est extrêmement important. Ce que je voulais dire aussi pour le Seine, quand on a pris très tôt conscience des enjeux environnementaux en Dordogne, il y a une vingtaine d'années, une directive européenne a demandé qu'un certain nombre de superficies en France, parce qu'il y avait des habitats, oiseaux, etc., très, très particuliers à protéger, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui Natura 2000. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Quand on a vu ça, en Dordogne, les premiers qui ont pris l'initiative de travailler sur Natura 2000, c'est le syndicat des sylviculteurs, c'est mon prédécesseur qui est dans la salle. Nous avons créé une association dans laquelle il y avait un certain nombre de partenaires, il y avait les chasseurs, les pêcheurs, il y avait le CAUE qui a fait une très... Moi j'ai appris énormément de choses sur la loutre, sur la cistude, etc. Aujourd'hui, le document est en place, donc on a redonné le bébé, j'allais dire, à Madame le maire de Saint-Barthélemy, qui préside aujourd'hui Natura 2000, et on est souvent appelé à voir un petit peu si ce qu'on a fait est bien, si les gens vont signer des chartes ou des contrats, etc. Donc ça roule. Donc on était à l'initiative de ça, et je remercie à l'époque Madame Boulivier de nous avoir confié cette charge. Nous avons travaillé énormément, et avec vous, avec le CAUE, etc. Merci Philippe Flamand. On va passer la parole au dernier de cette table ronde, Benoît Secresta. Vous êtes vice-président du conseil départemental chargé du développement économique et de l'attractivité du territoire. Alors qui dit économique dit gestion d'une forêt rentable, hein, quelque part. Vous êtes plutôt dans ce... Quelle est un peu la politique du département? Je crois que vous possédez 800 hectares. C'est pas énorme, mais c'est quand même un terrain de jeu, quoi. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Oui, je réfléchis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis vice-président du conseil départemental où je suis en charge de l'attractivité économique et de l'emploi. Donc, je suis absolument pas aussi technicien que ces messieurs qui ont parlé avant moi. Moi, déjà, je voulais commencer par indiquer que j'apprends beaucoup de choses ce matin. Je trouve que c'est un débat qui est très enrichissant. Par rapport à l'ensemble des points de vue qui sont développés et des aspects techniques qui sont donnés. Ensuite, la politique du conseil départemental sur cet aspect de la forêt, ça a été dit par mon collègue Didier Bazinet tout à l'heure, c'est tout d'abord sur la gestion foncière, c'est pour des aides qui sont mises en place, des stratégies qui sont développées pour limiter le morcellement qui peut poser difficulté. Alors ça c'est un point de vue, j'ai aussi entendu l'autre qui a été développé ce matin par rapport à ça. C'est des aides spécifiques à la sylviculture par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis ce sont aussi, et ça concerne un peu plus le service avec lequel je travaille, des aides directes aux investissements pour les entreprises qui sont dans le domaine du bois, globalement, puisque même si les départements n'ont plus la compétence depuis la loi d'intervenir sur le développement économique, par une convention que nous avons passée avec la région, aujourd'hui le département de la Dordogne peut intervenir bien sûr sur l'agriculture, Didier Bazinet le sait parfaitement,
Également sur l'agroalimentaire, la pêche, on est un peu moins concerné en Dordogne, même si ça se discute, et également le bois. Et là, on a aidé depuis 2018 à peu près un peu plus de 70 entreprises. Ça va des entreprises de travaux forestiers jusqu'à la transformation, pour un peu plus de 1,4 million d'euros, qui ont eu pour effet levier de permettre, par ces entreprises-là, plus de 13 millions d'euros d'investissement. Et c'est extrêmement important pour notre département parce que ce secteur d'activité, c'est plus de 200 entreprises, c'est plus de 3000 emplois qui génèrent plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre département. C'est intéressant de parler de ce tissu économique. 3000 emplois, ça veut dire 3000 familles qui vivent grâce à cette activité-là dans notre département. Ça veut dire des jeunes actifs qui peuvent continuer à vivre sur notre territoire, dont les enfants sont dans nos écoles, qui du coup ne ferment pas. Ça veut dire aussi de l'activité économique qui fonctionne sur une filière courte, plutôt vertueuse de ce point de vue-là. Après, moi, ce que j'ai entendu ce matin, ça c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là, parce qu'il y a cet intérêt économique et en termes d'emploi pour notre département. Après, moi, ce que j'ai entendu ce matin, ce que je retiens, c'est, ça a été dit par M. Constantin de l'ONF, la nécessité de s'appuyer sur la science, sur la recherche, pour améliorer la connaissance, et vous l'avez dit également dans votre intervention, de façon à sensibiliser beaucoup mieux, de pouvoir mener des tests et des expérimentations. Peut-être que sur les terrains qui sont détenus aujourd'hui par le SEN, il y a ces possibilités-là d'expérimentation, afin globalement d'améliorer la connaissance. Tout à l'heure, quand M. Chanel intervenait, je trouvais ça passionnant. J'avais en tête un jeu de mots un peu nul, c'était sur la haute couture de la description de ce qu'est une forêt, mais je trouvais ça vraiment passionnant. Je crois qu'on a tous à apprendre les uns des autres, et je pense qu'il y a une chose qui serait très importante que nous arrivions à faire, c'est une fois qu'on aura poursuivi cet intérêt sur la recherche et pour avoir une meilleure connaissance, c'est aussi d'adapter les usages aux objectifs que nous recherchons tous, parce qu'en fait, je n'ai entendu parler ce matin que des amoureux de la forêt, avec certainement des points de vue différents, mais pas que. Si. Ah oui, des amoureux, oui, excusez-moi. J'ai une mauvaise image. Vous avez entendu quelqu'un qui n'aimait pas la forêt? Très mauvaise image. Non, moi je n'ai entendu que des amoureux de la forêt, avec des points de vue différents. Mais je pense qu'il y a une fois qu'on aura amélioré cette connaissance globale-là, je pense qu'il y a aussi des choses à mener. Et là, je retourne avec ma casquette sur le développement économique. En matière de qualification, ça a été dit, de formation, certainement initiale, mais aussi tout au long de la vie, pour que les pratiques puissent s'adapter justement à ces nouveaux apports et cet enrichissement de la connaissance. Merci Benoît Sécrestat. On peut l'applaudir, effectivement. Vous avez raison, amoureux de la forêt, oui, on a une image qui est fausse, quoi. Voilà. Je n'ai pas précisé, vous êtes du Sarladais, élu dans le Sarladais. Donc oui, mais c'est pas grave. Non, c'est pas du tout. Non, mais je peux d'autant plus témoigner de l'importance de ces entreprises-là dans notre paysage. Je pense qu'à Belvès, tout le monde a été ravi que Costebois puisse s'installer, avec l'aide aussi des collectivités locales d'ailleurs, et qu'on ait un site industriel qui continue à vivre, et qu'on n'ait pas une friche à la place. Donc c'est très important pour notre tissu économique. Jérôme Chanel, je vous vois prendre le micro. Je voulais juste prendre la parole, répondre au président de la LPO qui... Pardon, directeur? C'est quoi? Conseiller? Ah oui, d'accord, pardon. J'avais mis une mauvaise casquette sur la tête. Sur l'histoire des subventions, juste, je réponds pour la DRAF et l'administration, il n'y a pas de taux d'aide différent selon l'orientation du choix. C'est en fonction du peuplement qui est concerné par sa restauration, c'est-à-dire que les peuplements dépérissants seront un peu plus aidés que les peuplements pauvres, c'est tout. Ensuite, rappeler une chose importante, c'est qu'il y a des sujets d'études en ce moment qui sont d'ailleurs, c'est des expérimentations qui sont en cours de mise en œuvre sur les Landes de Gascogne, qui est le projet Bocage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il porte bien son nom, on vient d'en parler, on parle des haies, etc. C'est un projet qui consiste à reconstituer, à restaurer justement des haies et des corridors
à l'intérieur des projets de reboisement, notamment suite aux incendies, pour permettre, par un cortège d'arbres associés tout à fait particuliers et adaptés à ces conditions extrêmes, l'objectif n'est pas de fournir du bois ou de fixer du carbone en l'occurrence, mais plutôt de recréer des corridors. Et ce projet Bocage qui a vu ses premiers essais d'installation l'hiver dernier, semble avoir donné d'excellents résultats sur les premiers contrôles que l'on a fait, malgré la sécheresse extrêmement difficile que l'on vient de passer en 2022. Voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait des sujets sur ce thème-là et que beaucoup d'ONG, d'associations environnementales discutent avec la filière en ce moment justement sur tous ces sujets-là. Il y a le cas de la CEPENSO, 33, 40, 47, qui discutent avec FIBOIL, l'interprofession en Landes de Gascogne, pour parler justement de ces zones sensibles. Et il y a des travaux qui sont menés sur les ripisylves, les lagunes en ce moment. Les forestiers, on en fait partie, se sont formés avec vos techniciens, avec vos conseillers de la LPO, il n'y a pas très longtemps au Parc naturel régional, pour mieux appréhender justement ces milieux sensibles, avoir les bons indicateurs. C'est pas facile, hein, je le disais tout à l'heure, les forestiers sont des gens très humbles, ils apprennent toute leur vie. Et on a à apprendre beaucoup de ça aussi, à prendre en considération. Croyez bien qu'on est tout à fait conscient de ça et qu'on y prête énormément attention. Voilà, merci de cette précision, Jérôme Chanel. Ah, juste une petite... Romain Janson, oui, pardon. Oui, je voudrais juste apporter une petite précision. Donc, juste dans toutes ces petites guerres de... Quand on dit on fait des plantations de pins maritimes, oui, on fait des plantations de pins maritimes. Il faut regarder ce qui se passe aussi en Europe. Hein. Moi, j'ai voyagé un petit peu dans tout le monde, notamment en Suède et en Finlande. Qu'est-ce qui se passe en Suède et en Finlande ? Aujourd'hui, en Suède ou en Finlande, on est sur les 3e ou les 4e générations de plantation d'épicéas. Alors, je ne serai pas assez spécialiste pour vous dire la biodiversité là-bas, mais pour avoir visité pas mal de forêts, et là je rejoins monsieur de la LPO, quand ils vont couper en Finlande, ils vont laisser, je vous raconte une bêtise, ils vont laisser 1 rang sur 4, 1 rang sur 5 d'arbres qui vont se laisser mourir tranquillement pour qu'il puisse y avoir une biodiversité à l'intérieur. Pourquoi je vais en venir là ? Aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle de maison bois, tout ça. Aujourd'hui, comment on fait une maison bois ? Il faut du bois, il faut le couper, il faut le scier. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On est déficitaire en France d'à peu près 60%. On importe 60% de bois qui vient du monde entier pour construire notre maison, entre guillemets, d'écolo. D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut savoir ce que veulent les gens. Voilà. Donc, parlez bien près du micro, Romain, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Ouais, voilà, il faut savoir ce que veulent les gens. Est-ce que vous voulez construire votre maison bois ? D'accord ? En vous disant, je prends le bois qui est à côté de chez moi, j'assume de voir les têtes d'abatteuses qui vont couper le bois et j'assume de voir la scierie qui va le transformer. Ou alors, on se dit, on achète un poêle à granulés, d'accord ? On achète un poêle à granulés pour être vertueux. Je reviens là-dessus puisque c'est très important, puisque dans la scierie, ça a posé des problèmes qui ont été gigantesques. L'État va promouvoir un poêle à granules, ce qui est très bien. Sauf qu'on n'avait pas anticipé en amont l'exploitation et l'approvisionnement du granulé. Qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé que le granulé a triplé et que les scieurs ont pris du bois d'œuvre pour faire du granulé. Donc, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, il faut revenir, et c'est la même chose sur le bois énergie, et c'est la même chose sur pareil. On n'a pas eu de peuplier pendant pas mal de temps parce que ça partait au bois énergie qui était plus porteur que tout ça. Donc moi, je suis pas assez technicien pour vous dire est-ce qu'une forêt de pins maritime est écologique ou pas écologique. Juste, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai dans ma maison ? Est-ce que je veux une maison en parpaing ? Pourquoi pas ? On va assumer d'extraire du caillou, on va assumer de chauffer du mortier pour pouvoir faire le parpaing. Juste posez-vous les bonnes questions et regardez ce que vous avez autour de vous. Nous, on est scieurs, on le sait, on a besoin de bois pour scier. Pour avoir besoin de bois, on a besoin de l'exploiter, on a besoin de forêt gérée un petit peu par des forestiers qui vont élaguer les peupliers, des gens qui vont planter une châtaigne pour faire un franc-pied pour avoir un joli châtaignier, ou alors avoir un joli chêne pour faire une jolie charpente. Il faut juste se poser la bonne question. Après, des zones de biodiversité, pourquoi pas ? Je suis pas totalement dans le truc. Il faut juste allier. Demain, on aura besoin d'allier tout ça. D'allier la forêt, la zone de biodiversité, le rang qui ne sera pas coupé, 1 rang sur 4 pour pouvoir abriter le pivert ou la mésange, j'en sais rien. Mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Une forêt cultivée en Finlande, en Suède, ça marche très bien. Et c'est quand même les précurseurs dans l'écologie, la Finlande, la Suède. Je ne suis pas complètement calé sur le sujet, mais quand vous baladez dans le pays là-bas, vous avez des rivières qui sont propres, vous avez des truites, vous pouvez attraper une truite à la main, ce qui est perdu ici. Alors, il y a des rangs d'épicéas à longueur de route. Vous voyez des rangs d'épicéas qui sont cultivés avec une biodiversité qui, pour moi, juste comme ça, de mon œil, est plutôt pas mal. Voilà. Merci Romain Janson de nous avoir un peu ouvert le spectre. Un tout petit mot. C'est très rapide. Nils de Pracontal, après on prend quelques questions.
Simplement pour dire que je crois que le sujet, il ne se situe pas tout à fait à ce niveau-là. On n'est pas à se dire est-ce qu'il vaut mieux du parpaing ou il vaut mieux du bois ou pas. On est à peu près tous d'accord. Enfin, je pense que... Il n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit qu'il faut assumer non, mais son choix. Après, c'est la façon et c'est le chemin pour y aller. C'est ça. Et ça, c'est ça dont on doit discuter. Et c'est là-dedans qu'on trouvera, j'espère, la place pour un peu la biodiversité, mais aussi pour... moi, le premier, qui suis très content d'être sur cette chaise en bois. Donc le sujet, il n'est plus du tout à savoir est-ce qu'on doit encore ou pas exploiter le bois et donc assumer qu'il va y avoir des machines dans le bois. Mais quel type de machine, quel type de bois et là, on est dans les itinéraires techniques. On est et je pense que c'est vraiment de ça maintenant dont on a besoin de parler. Qu'on se mette d'accord. C'est aussi... Hein ? Voilà. Et dernier point, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les pressions sur la forêt. Aujourd'hui, on le voit, le besoin, la demande, elle est très forte, mais il y a aussi, et là, c'est pas le sujet, mais j'en parle quand même, on voit aussi des nouvelles pressions arriver sur cette forêt, notamment l'installation de parcs photovoltaïques qui viennent couper des arbres pour y mettre du photovoltaïque. Voilà, notre point de vue là aussi, c'est que certainement c'est très intéressant d'avoir du panneau photovoltaïque. Voilà, mais encore une fois, on doit discuter de où, comment et pas à n'importe quel prix. Et l'exploitation forestière, c'est la même. Voilà, c'est tout. Monsieur a une question. On va lui passer le micro. Je fais vite parce que je sais qu'on déborde un tout petit peu, mais c'est passionnant. Voilà, alors je vais commencer par le résumé. À chacun son métier et la biodiversité sera bien gardée. Trop de protection nuit à la protection. J'en veux pour preuve 2 exemples concrets. Restons dans le concret, le réel. La forêt, c'est le sol. Donc, le concret. Le président de la forêt privée de France, Plauche Gillon, déplorait en 1998 une catastrophe écologique dans une forêt cévenole, victime de la politique de protection du parc national des Cévennes. Rien que ça. Au point que des ingénieurs généraux dépêchés sur les lieux, constatant de leur rapport au ministère, ça c'est pas de la fioriture, c'est du concret, l'ampleur des dégâts, ils ont conclu, on a joué aux apprentis sorciers. Et la justice a confirmé ce rapport par 8 procès, dont 3 en cassation. Et condamné ce même parc, ce qui a coûté 1 million à vous tous, chers amis, et la prétendue protection de la biodiversité s'est soldée par un échec cuisant. 25 ans de procédure pour protéger la nature et à en arriver à ce résultat. Donc, merci. Deuxième exemple, concret, scientifique. J'ai à votre disposition le résultat d'une étude scientifique menée par le CNRS qui renforce cette expérience malheureuse, qui prouve qu'une île britannique colonisée par le cerf a vu sa biodiversité gravement atteinte. L'étude est très précise, les plantes, les espèces, les animaux. Ça a fait le rapport d'ailleurs d'un article dans Forêt de France il y a une dizaine d'années. Donc, cessons de nous faire peur. La peur de l'an 1000 réapparaît avec le militantisme écologiste qui surfe sur la vague de l'inquiétude. Alors, vous avez une parfaitement. J'en veux pour un autre exemple précis. Rapidement voilà. Parce que là, il y a d'autres gens après. Alors, le professeur. Je suis Louis de Cumont, gérant d'un groupement forestier dans la Double. On va laisser répondre M. Garcia à la LPO. Donc, est-ce que vous avez une question? Une dernière chose, le professeur Christian Lévesque, encore des gens qui sont scientifiques, qui ont pignon sur rue, le professeur Christian Lévesque, directeur de la recherche émérite de l'Institut de recherche et de développement, s'il vous plaît, sous la tutelle du ministère de la Recherche et de la Coopération, rien que ça, démontre que nous sommes bien loin d'avoir recensé toute la biodiversité. Et par ailleurs, de nombreuses espèces se développent et se portent bien. J'aimerais demander à la LPO sur quelle base, ils se fondent pour dire que c'est l'exploitation agricole et l'exploitation forestière qui ont un impact sur la biodiversité et sur les oiseaux. Ont-ils fait une étude sur l'impact du chat, on va laisser répondre. L'impact du chat qui divague, les sangliers qui prolifèrent, les oiseaux de proie qui sont protégés. Merci, monsieur. Monsieur Garcia. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous. Alain Garcia, qu'est-ce que vous avez à dire? Si, je vais répondre. Pour votre défense. Ça fait beaucoup quand même. S'il vous plaît. Alors, bon, il se trouve que moi j'ai été pendant 20 ans salarié de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et que ma problématique c'était les rapports agriculture-chasse-forêt.
qu'on a développé un groupement qui s'appelle le groupement d'intérêt agro-sylvo-synergétique du canton de la Laine, où on a réussi à réduire les dégâts de gibier et à augmenter les tableaux de chasse, et donc à apaiser les tensions entre les agriculteurs et les propriétaires forestiers, par exemple. Alors, la LPO mène ses études, mais c'est le muséum qui analyse et qui distribue les statistiques, si vous voulez. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de comment sont faits les comptages, mais la semaine dernière, c'était le comptage des oiseaux de jardin, le week-end dernier. Ça existe depuis 10 ans. Il y a 96 000 personnes qui ont participé, et les statistiques, c'est moins 40% d'oiseaux dans les jardins. Voilà. Donc, alors c'est mis en relation en plus avec les suivis, ce qu'on appelle les stocks, suivis temporels des oiseaux communs au printemps, qui sont faits par des spécialistes. Que ça soit fait par des gens qui ne sont pas très spécialisés, ou que ça soit fait par des spécialistes, la tendance est la même. On a moins 40% d'oiseaux. Alors, moi j'ai travaillé en particulier dans les milieux agricoles. Vous savez, on fait un inventaire, on va mesurer combien il y a de plantes d'adventices sur un linéaire, combien il y a d'insectes répartis au mètre carré, et on va sortir des chiffres qui montrent qu'on a perdu 80% d'insectes volants en Allemagne en 20 ans dans une réserve naturelle qui n'est pas traitée. Pourquoi? Parce qu'il y a des aérosols de produits qui se promènent. Vous avez une agence territoriale qui s'appelle ATMO Nouvelle-Aquitaine, qui a sorti son premier rapport il y a quelques années, dans lequel maintenant il ne faut plus que les gros polluants, mais à l'époque ils ont mesuré les pesticides, et vous aviez plus de pesticides dans les rues de Bordeaux et à Cognac que dans les vignobles quand ils traitaient, parce que le vent amène les pesticides dans les villes. Bon, depuis ils se sont calmés, on leur a dit qu'il fallait arrêter les pesticides. Bon. Merci. Bon, bah, c'est un élément de réponse en tout cas. Vous n'êtes pas resté sans réponse. Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions avant qu'on se quitte pour le déjeuner Où ça? Là? Ah, madame. Ah, je suis très content d'avoir une heure, parce que c'est vrai que ça c'est masculin. Et une dernière par là. Là, juste après, je vous promets. Bonjour. Dites-nous un peu qui vous êtes, en 2 mots. Moi, je suis agricultrice et propriétaire forestière aux EISI. Au plaisir aussi de vous parler comme seulement la 2e femme après une vingtaine d'hommes. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je salue l'initiative et la mise en place de ces assises de la forêt. Merci beaucoup. Et aussi l'envie au moins affichée de tout le monde de vouloir affronter cette 6e extinction de masse de la biodiversité. Pour moi, c'est clair qu'il faut une réforme institutionnelle, qu'il y a des grandes institutions qui doivent s'adapter, aussi des grands acteurs comme on les a vus aujourd'hui ici. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est long. C'est en route, mais ça prend trop de temps. Et du coup, je pense que c'est important aussi qu'on souligne aujourd'hui que c'est la diversité des actions qui est très importante. Et il y en a plein d'initiatives qui sont représentées aujourd'hui ici. Et ça, c'est très encourageant. Personnellement, moi, je représente aujourd'hui 2 initiatives, dont une qui est très en lien avec la table ronde numéro 2, dont on parle maintenant. C'est qu'on essaye de mettre en place une filière bois alternative, éthique et locale aux alentours du Périgord noir. Donc, on a repris une scierie à Tursac, qui est représentée aujourd'hui aussi par l'assaut du coin des scieurs. Et on fait un annuaire où on recense tous les acteurs en lien avec la forêt qui ont envie de contribuer à une sylviculture douce. Donc l'idée, c'est pas de mettre sous cloche toute la forêt en Dordogne, mais de proposer une alternative de la gestion et de pouvoir en sortir du bois, mais sans détruire les sols, sans détruire l'environnement. Donc c'est quelque chose qui se met en place et on est preneur de toute personne qui a envie de s'intégrer là-dedans. Et on a aussi un groupement forestier qui est en train de se lancer comme alternatif au groupement forestier du monsieur qui vient de parler tout à l'heure. Nous, on est en Périgord noir. Il y en a d'autres dans le nord du département. Il y en a plusieurs. Et l'idée, c'est que les citoyens puissent se regrouper aussi pour acheter des forêts directement. Donc, on achète des parts sociales et on peut directement acheter des forêts sans devoir passer par les grosses institutions. Et donc, il y a cette idée de remembrement, effectivement, aussi en ralliant nos parcelles qui sont justement en ce moment très morcelées. Mais je suis sûre que c'est aussi suite à ce morcelage qu'on a pu préserver autant de forêts encore en Périgord.
Donc voilà, tout à l'heure, pendant le repas, si vous voulez nous parler des deux initiatives que je représente, vous pouvez venir me voir. Je suis la fille avec le t-shirt RAF et l'accent mignon. Voilà. Et pour une question, j'ai quand même une question aussi. Ah oui, posez la question. Oui. C'est donc jusqu'à maintenant tout ce qu'on a entendu au niveau réglementaire, il semble qu'on est dans le rose et qu'il ne faut pas restreindre plus que ça les coupes rases. Il ne faut pas créer un cadre qui est plus contraignant. Est-ce que c'est vraiment le cas aussi pour vous qui représente la filière bois? Est-ce que vous êtes d'accord avec les règles par rapport aux coupes rases notamment, ou est-ce que vous voyez qu'il y a de la marge pour s'améliorer, surtout au niveau dessouchement, où on connaît de plus en plus maintenant les effets néfastes, oui, le dessouchage, pardon, pas le dessouchement. Qu'est-ce que vous en pensez d'une amélioration? Est-ce qu'il y a de la marge ou c'est bien tel que c'est? Qui veut répondre? Philippe Flamand, non? Je sais pas. Jérôme Chanel était le premier à prendre le micro pour... sur les coupes rases ou coupes de renouvellement, enfin, on peut les appeler comme on veut, parce que derrière une coupe rase, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je vous donnais tout à l'heure les chiffres des médianes, c'est finalement des petites surfaces qui sont traitées généralement. Alors c'est vrai qu'il y en a des plus grandes, des toutes petites, mais la médiane est assez faible. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution, on n'a pas constaté d'évolution, de dégradation de la taille des coupes rases. Donc pourquoi réglementer quelque chose qui n'évolue pas et qui ne se dégrade pas, en tout cas de ce point de vue du vôtre, vis-à-vis de ça. Pour la question des souches, la plupart le dessouchage en tant que tel se pratique plus aujourd'hui pour les reboisements forestiers. Il se pratique ce que l'on appelle de la destruction de souches, mais plutôt par les croque-souches ou les broyeurs éventuellement. C'est-à-dire que les racines profondes, les choses qui sont en dessous du niveau du sol ne sont plus arrachées comme c'était le cas effectivement dans les années 70, 80, 90 même. Les évolutions des techniques de reboisement se sont faites surtout après la tempête de 99 qui ont vu un besoin considérable d'évolution et en matière de besoin de nettoyage de parcelles qui avaient été sinistrées par la tempête 99, qui ont fait qu'on a évolué vers des techniques nouvelles de broyeurs, de croque-souches, qui font qu'on ne dessouche plus aujourd'hui. On endaine par contre un petit peu les rémanents de temps en temps, c'est ce que vous pouvez voir là, des petits rangées de branches qui sont juste des branches en fait, et qui peuvent effectivement permettre derrière de replanter la parcelle. Sans ça, on aurait du mal à installer les plants. Mais il n'y a plus de dessouchage en tant que tel, en tout cas en Dordogne et dans la région sur laquelle on pratique. En Dordogne, non. Il n'y a pas le dessouchage est proscrit. C'est du croque-souche ou du broyeur. Philippe, vous voulez réagir alors, on en parlera pas dans 5 minutes au déjeuner parce que moi, ce que je veux dire, là, j'ai entendu la remarque. Et pour rebondir sur ce que je disais, ça fera le lien là, sur PEFC. C'est vrai qu'à une époque, quand il y avait des incendies ou je pense à la tempête de 99 qui nous a touchés, c'est 70 000 hectares en Dordogne. Les propriétaires se sont retrouvés tout seuls avec la filière, donc les ETF, coopératives, etc. C'est après qu'on nous a critiqué beaucoup de choses. Alors, il se faisait, c'est vrai, j'en ai eu chez moi à l'époque, j'étais pas encore propriétaire, mais ça se fait plus aujourd'hui. Et demain, dans le référentiel qui sort, enfin le nouveau référentiel PEFC, celui qui pratiquerait ces choses-là, le propriétaire perd sa certification PEFC, l'entreprise de travaux forestiers qui est derrière perdra son label PEFC et éventuellement celui qui reboise, parce qu'il faudra reboiser, le squat forestier, perdra son label PEFC. Et aujourd'hui, un industriel, donc un de ces maillons de la filière qui perd PEFC fait perdre la certification à tout le monde. Et aujourd'hui, dans les magasins, les distributeurs, ils veulent du bois PEFC ou FSC, FSC étant l'autre dispositif de label. Donc on est extrêmement vigilant, ça fait partie, ce que vous dites, votre question est intéressante, des progrès des propriétaires. C'était un peu une révolution, il y a des techniciens forestiers, il y en a un ou deux dans la salle là, qui sont de l'ancienne école, qui ont dû se remettre en question, ça a été un drame pour eux, mais ils l'ont fait et ça se passe très bien, quoi. Ça se passe très bien. Et on est extrêmement vigilant, on parlait des truies, on faisait une comparaison avec l'agriculture, c'est un peu excessif de comparer avec l'agriculture, parce que les intrants en forêt,
n'existe plus ou quasiment plus. En Dordogne, moi, je ne connais pas de gens qui à l'époque, on désherbait il y a très longtemps, hein, les boisements de pin avec du Velpar, c'est fini, c'est interdit. Le glyphosate n'est pas utilisé en forêt en Dordogne, moi, en tout cas, j'en ai pas connaissance. Donc voilà, il y a des progrès énormes. Et puis une forêt, alors là, certains n'aiment pas l'appeler forêt, elle dépend du code forestier. Une peuplerie qui n'est pas désherbée, donc il y a d'autres moyens de le faire qui ne sont pas chimiques, elle ne pousse pas. Donc, parce que les herbes concurrentes sont trop fortes. Donc, bon, voilà. Donc, je crois qu'on a le défaut qu'on a dans la filière bois et plutôt à l'amont, c'est de ne pas montrer tout ce qu'on a fait. Monsieur qui a pris la parole là-bas, tout à l'heure, c'est un propriétaire de la Double. Si ses arrière-grands-parents parlaient, c'est eux qui ont fait la richesse de la Double au 19e siècle. Vos aïeux. Les paysages qu'on a dans la Double, ces gens-là, il y a 2 ou 3 familles comme ça, n'auraient pas existé. La Double, ça serait un désert, comme l'étaient les Landes sous Napoléon. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces gens-là ont eu le mérite. On a de très très belles forêts là-bas, pas forcément très grandes, mais très très belles, il y a de tout. Ces gens-là, quand ils ont eu le genou à terre en 99, parce qu'il y a eu des drames en 99, il n'y a peut-être pas beaucoup qui étaient là. Moi, je les ai vécus. J'ai vu des gens pleurer dans ces familles-là. Ils ont tout reboisé, avec l'aide de l'État, des collectivités, certes, et puis des gens qui sont mobilisés. Donc il faut continuer. La forêt, c'est l'école du doute. Moi, j'ai 62 ans, je suis ingénieur agricole. Donc j'entends tout ça, hein. Alors, je souris, hein. J'ai entendu que le pain maritime acidifiait les sols. Quand j'ai un peu travaillé la ferme familiale, on a fait des mesures parce que j'étais ingénieur, donc on faisait du scientifique, on analysait les sols, on mesurait le pH, Saint-André-de-Double, pH 4,3. Mon oncle arrête, il n'a pas de repreneur, on plante. La parcelle en question s'est vendue, la coupe a été faite parce que les arbres avaient 35, 40 ans, quelque chose comme ça. Donc, et j'ai eu l'idée géniale de retrouver, j'ai eu la chance plutôt de retrouver les analyses qu'on avait faites à un laboratoire à Toulouse, et j'ai refait des tests de pH. Le pH n'a pas bougé. Donc, je ne dis pas que c'est la règle, mais quand on entend dire aussi facilement, sans appui scientifique, que les sols s'acidifient avec le pain, je crois qu'il faut être un peu plus mesuré. Hein, c'est pas certain. Voilà. Merci, Philippe Lamant. Dernière question, monsieur. Oui, allez-y, je vous l'avais promis. Dites-nous qui vous êtes. Et puis c'est gentil, merci. Jérémy Glohagen de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Je voulais donner un peu d'optimisme et peut-être aussi des réponses sur les politiques publiques aujourd'hui proposées pour répondre à ces enjeux. Alors l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, porte les principales mesures de soutien au secteur forêt-bois de France 2030. Le secrétaire général de la préfecture de Dordogne ce matin en parlait. L'ADEME a lancé un dispositif, l'appel à manifestation d'intérêt ESPER, l'AMI ESPER, qui clôture le 8 mars donc, et qui doit permettre d'améliorer la performance économique et environnementale des TPE, des PME françaises, et notamment Périgourdine, grâce aux investissements matériels. Donc l'ADEME, l'agence, c'est un nouvel acteur dans la forêt, mais son ambition, c'est vraiment d'accélérer le développement des filières bois, matériaux et énergie à haute valeur environnementale, tout en préservant l'ensemble des services écosystémiques dont on a parlé ce matin, fournis par les forêts. Donc le captage, le stockage de carbone, le réservoir de biodiversité, bien sûr, la qualité des eaux, et aussi les services socioculturels, activités récréatives, bien-être en forêt, on a parlé de dialogue forêt-société ce matin. Donc il nous faut utiliser du bois pour décarboner nos activités humaines, donc par exemple la construction, donc les matériaux, l'acier, le ciment qui sont particulièrement émissifs en gaz à effet de serre, tout en préservant ces services écosystémiques. Donc l'ADEME a choisi d'éco-conditionnaliser en fait ces aides. Donc par exemple pour l'AMI ESPER, pour vous donner un exemple, les entreprises doivent être engagées dans des dispositifs attestant de la durabilité de leur activité forestière. Donc on a évoqué PEFC, FSC, le label Quali-Territoire, M. Napiès l'a cité tout à l'heure. Et donc, mais pas que. Le représentant du Conservatoire des espaces naturels a alerté sur l'impact de la mécanisation. Donc à l'ADEME, on a choisi de rendre en fait, l'éligibilité, le taux d'aide applicable aux équipements subventionnables en fonction de la charge à la roue et de la pression statique exercée au sol. Donc l'objectif, c'est d'avoir des machines plus légères en forêt, avec 6, 8, 10 roues, des pneumatiques larges, mieux équipées, avec des tracks, des kits de franchissement de cours d'eau, pour préserver les sols et minimiser le tassement des sols. Et peut-être une dernière petite précision, on ne propose pas d'aide à la traction à bœuf, mais on subventionne le débardage à cheval.
Merci de vos précisions pour l'ADEME. Peut-être qu'un jour on pourra couper le bois grâce à des drones, on ne sait jamais, comme ça il n'y aura plus d'impact. L'ADEME, je précise aussi que vous avez le fonds chaleur qui est à votre actif et dont il sera question cet après-midi, et là on sera sur du bois énergie. Voilà. Merci effectivement de cette note positive, en tout cas de cet appel à projet, à manifestation d'intérêt. On vous laisse déjeuner, je suis désolé du retard, mais c'était passionnant. Il y aurait eu d'autres questions, évidemment, vous allez pouvoir les poser lors du buffet qui vous est offert.